Bismillahirrahmanirrahim. Chers amis, chers collègues, chers résidents. Donc, on continue toujours avec Meet the Expert, notre rencontre régulière en cardiologie de l'hôpital Mustapha Cardiologie. Aujourd'hui, on est le 14 avril 2025 et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un de nos anciens élèves, Ozi Kerkouri, actuellement rythmologue, qui est à l'hôpital de Brest et qui a le registre aujourd'hui, qui est responsable du registre de stimulation de réponse. Là, tu vas nous expliquer ça par exemple. Et aujourd'hui, notre rythmologue du service, le docteur Wali, qui va un petit peu modérer cette session. Donc, Youssaf, à toi la parole. Bonsoir à tous, merci Monsieur Benkhadda. Donc nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous Dr Kerkouri, cardiologue interventionnel au CHU de Brest et qui va nous parler des points forts du congrès de l'ERA 2025 qui s'est déroulé récemment à Vienne. Dr Kerkouri, à toi la parole. Merci beaucoup, Dr Wali. Je remercie professeur Benkhada de l'invitation. Ici, toujours un honneur et un plaisir de rejoindre l'équipe avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai appris les premières lectures de CG. Et j'arrête pas de dire, c'est là où j'ai tout appris. J'ai appris la cardiologie et la rythmologie. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est de présenter les highlights du Congrès européen de rythmologie. C'est un congrès, Partage la. c'est un congrès je rappelle, c'est un congrès de spécialité qui s'est déroulé comme chaque année en fin mars et début avril. Donc, c'est quand même le congrès avec l'HRS des États-Unis, les deux congrès importants en matière de nouveautés en rythmologie tous les ans. Donc, c'est des points que j'ai pris lors du congrès. Je rappelle que Partage la vidéo, la ah, diapo, partage. ok. Partage l'écran. Partage l'écran. Alors, Voilà, c'est ça. Très bien. super. C'est très bien. Donc, alors, je déroule. Donc, c'est des points que j'ai pris durant le congrès et j'ai essayé de faire une sélection, bien sûr, des éléments qui peuvent importer notre communauté rythmologique, hein. On sait très bien on a beaucoup moins de moyens par rapport aux pays riches. J'ai essayé de sélectionner les quelques études qui nous intéressent et, euh, et les éléments pratiques qui peuvent intéresser notre communauté rythmologique. Donc, peut-être je vais passer ça. C'est une étude sur les ablations épicardiques. Donc, alors peut-être un élément qui va intéresser les internes, c'est quand est-ce qu'on pense que l'ablation épicardique est nécessaire. Il ne sert à rien d'ablater en endocardique. C'est essentiellement, premièrement, quand il y a un substrat, c'est-à-dire en matière d'arythmie dans les cardiopathies non ischémiques, les cardiomyopathies en général. Et les arythmies, il y a pas mal de pourcentages, environ 20% de ces arythmies qui sont épicardiques. Et le gold standard pour planifier la stratégie d'ablation, c'est-à-dire partir d'emblée en épicardique, c'est l'ECG dans les cardiomyopathies. Et donc, l'ECG avec une stepwise, vous voyez, c'est assez simple, hein. On voyait les dérivations inférieures, les dérivations latérales, et on raisonne en matière de présence ou pas d'antecu. Et comme ça, on se décide est-ce qu'on fait labor épicardique ou pas. Labor épicardique également intéressant dans les arythmies idiopathiques, quand il y a des critères également ECG qui sont assez intéressants pour la sélection des patients éligibles à ces accès épicardiques. En matière de cardiopathie ischémique, cette approche basée sur l'ECG n'est pas valide.
Et donc, en matière de cardiopathie ischémique, c'est là où c'est intéressant le moment de réaliser l'ablation endocavitaire, de faire une carte de voltage unipolaire afin d'étudier le substrat épicardique et les éventuelles réentrées épicardiques. Donc, je ne vais pas rentrer dans les considérations électrophysiologiques. Un mot pour dire quand même l'imagerie de coupe, essentiellement l'IRM, a sa place surtout dans les cardiomyopathies, mais son rôle dans les cardiopathies ischémiques reste incertain à l'heure actuelle. Les diapos précédents, c'était le papier le papier de consensus sur les ablations épicardiques, hein. Donc, pour la première fois, on a un papier de consensus. Quand est-ce qu'on pense de l'utilité d'un abord épicardique? Comment on aborde comment on fait l'abord épicardique? De quelle approche antérieure, postérieure? Quelle technique utiliser jusqu'à le déroulement de l'ablation. Donc, c'est la première fois qu'on dispose de ce papier consensus assez complet. Donc là, je rentre dans les études importantes de ce congrès. Ici, c'était une étude, ça va être dense parce qu'il y a beaucoup d'études importantes et qui sont déjà publiées. On voit des publications dans des journaux de rythmologie et même parfois dans des gros journaux. Donc ici, c'est peut-être pour les gens qui sont familiers avec les ablations des tachycardies supraventriculaires, c'est une étude qui a comparé euh, l'ablation par radiofréquence, mais pas n'importe quelle ablation par radiofréquence, c'est l'ablation par haute énergie, faible durée, par rapport au système d'ablation par cryoballon. Dans les fibrillations atriales paroxystiques, le rationnel de cette étude, c'est que la plupart des études qui avaient fait la comparaison de cette ablation par radiofréquence à haute énergie et faible temps étaient comparées essentiellement à l'ablation par radiofréquence conventionnelle, c'est-à-dire avec un temps, une durée longue et à faible énergie. Et on sait très bien que il n'y a pas il y a pas de différence entre les deux stratégies, mais quand même il y a un sur-risque d'AVC avec la haute énergie et courte durée. Je rappelle quand même l'intérêt de cette énergie, c'est que ça permet de raccourcir la durée d'ablation de l'ordre de moitié et permet d'avoir des lésions, on va dire, transmurales pour éviter les récidives. Euh, mais en matière d'efficacité, on a deux études randomisées qui montrent que ça fait jeu égal avec les ablations par radiofréquence conventionnelles. Les deux, dans cette étude, vous voyez, c'était une étude de non-infériorité qui essayait d'étudier la non-infériorité de cette radiofréquence à haute énergie par rapport à la cryoablation et ils ont inclus 84 patients dans chaque bras. Et vous verrez, c'est une étude qui est très très mal conduite parce que le calcul du nombre de sujets nécessaires au démarrage de l'étude n'était pas bon. Et à la fin, même s'il présente là des résultats euh, pour dire que les deux courbes se séparent, mais le critère de non-infériorité non atteint parce que l'étude manque beaucoup de puissance. Il note ça les limitations de l'étude que la taille c'est-à-dire de la population incluse ne peut pas permettre de juger sur la non-infériorité par manque de puissance. Donc, pour vous dire que c'est pas toutes les études qui sont présentées qui apportent des éléments de réponse aux questions posées. Donc ici, c'est quand même un travail plus sérieux avec une bonne planification du déroulement de l'étude, étude champion qui compare la cryoablation, mais cette fois-ci à l'électroporation. Et donc une étude suisse. Le background, c'était quoi? On sait très bien que
l'étude Advent qui a été publiée il y a 2 ans et qui avait comparé pour la première fois l'électroporation aux méthodes d'ablation thermique et avait montré la non-infériorité de l'électroporation. Et donc, le groupe de comparaison, c'était les énergies thermiques, que ce soit la cryoablation qui représentait, je pense, environ 45% dans cette étude, et la radiofréquence. Et donc, l'étude Champignon, c'est une étude que je trouve assez intéressante parce que, euh, pour deux choses. Un, on a comparé uniquement, le groupe de comparaison était uniquement la cryoablation. Et donc, on sait à quoi on s'intéresse, à la cryoablation, et à un seul type d'énergie thermique, et surtout à ce monitoring continu. Une fois les patients sont ablatés, et ben, les deux groupes, que ce soit électroporation ou cryoablation, et ben, ils sont implantés d'un ECG implantable qui permet un monitoring continu de rythme, et du coup, on sait très bien le taux de récidive dans les deux groupes. Et donc, le critère, l'endpoint primaire, c'était la récidive d'une arythmie supraventriculaire de plus de 30 secondes à partir du troisième mois jusqu'à 1 an. Donc, il y a la période de blanking qu'on ne voit pas. Euh, et donc, c'est une outil de non-infériorité et que si la non-infériorité est prouvée, ben, on peut tester la supériorité. Mais quand même, la supériorité, elle a moins de valeur ici parce que c'est pas une étude qui est de supériorité de base. Donc, c'est une étude de non-infériorité. Donc, les deux groupes, on a 105 patients dans chaque groupe. Les deux groupes sont comparables sur l'ensemble des caractéristiques de base. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on voit bien que les deux courbes se séparent avec beaucoup moins de récidives, d'arythmie à 1 an dans le groupe électroporation. Et comme le critère de non-infériorité est atteint, la supériorité a été testée et l'électroporation était supérieure à la cryoablation. Donc, en matière de critères de safety, les complications étaient rares, hein, avec un taux de tamponnade, deux cas de tamponnade dans la cryoablation et un cas d'AVC dans le groupe d'électroporation. Donc, je passe à un élément, donc c'est assez dense, hein, c'est assez dense, c'est un congrès qui est assez dense. Et ici, je vous fais un aparté sur un papier de consensus je trouve c'est assez intéressant ce papier de consensus sur le diagnostic et le traitement des syncopes vasovagales. Donc, rapidement, un petit rappel que les syncopes vasovagales, généralement, il y a deux mécanismes. Les mécanismes de dysautonomie, qui se manifestent généralement par des hypotensions, des phénomènes d'hypotension et des phénomènes des étiologies cardiaques et qui se manifestent par des bradycardies. Et donc, chez les sujets jeunes, moins de 40 ans, eh ben, la plupart des syncopes sont vasovagales et à partir et surtout euh, euh, avec des origines de bradycardie, c'est-à-dire dans le groupe bradycardie, alors qu'au-delà de 60 ans, on a beaucoup d'étiologies liées à des phénomènes d'hypotension. Et donc, vous verrez, c'est hyper important de différencier les deux groupes. Et ce qu'il propose dans le papier de consensus, c'est cet algorithme-là. Et donc, devant un patient qui présente une syncope avec probablement un mécanisme vasovagal, c'est hyper important de différencier quel patient présente une composante cardio-inhibitrice et quel patient présente une composante hypotensive. Et pour ce faire, il propose cette stepwise approach avec l'histoire familiale du patient, le CG, test d'hypotension orthostatique et mesure de tension. Si on est devant un patient avec des tensions artérielles qui sont basses, de façon
constitutionnelle, c'est-à-dire un patient qui a souvent une tension basse sans qu'il y ait un traitement, ou un patient qui a de l'hypertension et traité, il se retrouve une hypotension, eh ben déjà on sait qu'il est dans la composante hypotensive. Si la tension qui est prise à l'instant T est normale, test d'hypotension orthostatique est normal, eh ben on passe à cette approche à deux étapes. Cette approche à deux étapes se repose sur deux examens. Le premier examen, c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et le deuxième examen, c'est le tilt test. Donc, ces deux examens permettent, et j'expliquerai en détail, permettent de classer est-ce que le patient il est dans la composante hypotensive ou bien dans la composante cardio-inhibitrice. Et via ces deux approches, on peut classer 90% des patients dans une des deux cases, soit hypotensive, soit cardio-inhibitrice. Et les 10% qui restent, on leur propose, si on se retrouve sans étiologie retrouvée, ben on leur propose un monitoring continu du rythme cardiaque. Et en cas de récidive de syncope, si on enregistre une bradycardie, c'est qu'on est on est dans la case cardio-inhibitrice. Si on n'enregistre pas de bradycardie, c'est qu'on est dans la case hypotensive. Et c'est hyper important parce que sur le plan pratique, c'est ce qui va déterminer la prise en charge des patients. Donc là, je rappelle qu'est-ce qu'on s'attend quand on réalise un test, une mesure ambulatoire de la pression artérielle. On s'attend à deux profils. Premier profil, si la tension artérielle est basse de façon constante, eh ben, si le patient est sous traitement antihypertenseur, donc on a des objectifs d'hypertension, moins de 120 de systolique, et en cas de patient avec une hypotension constitutionnelle de façon permanente, sans traitement antihypertenseur, eh ben, les objectifs de tension artérielle systolique sont cités ici en fonction du sexe. Et si on enregistre un taux de tension qui est normal, mais des hypotensions intermittentes, et donc on a deux épisodes, c'est des épisodes d'hypotension épisodique, et des hypotensions postprandiales. Et il y a des critères de tension pour définir chacune des situations. Et donc, vous voyez, c'est hyper important cette mesure ambulatoire de la tension artérielle qu'on a tendance à négliger dans nos pratiques, surtout chez les patients non hypertendus. Chez les patients hypertendus, généralement, c'est intuitif, mais chez les non hypertendus, on pense très rarement à faire une mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et le tilt test ici, il rappelle quand même comment on conduit un tilt test avec un protocole italien chez les patients moins de 40 ans et plus de 40 ans. Donc, je ne vais pas détailler tout ça. Euh, et donc, ici, pour vous dire quand même que 90% des diagnostics sont faits grâce juste à la mesure ambulatoire de la pression artérielle et le tilt test. Et donc, le but de tout ça, c'est de mettre nos patients, comme on a dit, bah, dans une des deux cases. La case hypotensive, vous voyez, c'est 70% des patients se retrouvent ici. Et donc, si le patient est il est sous traitement hypertensif, ben, il faut lever le pied sur les drogues. Si le patient ne présentait pas il n'est pas traité pour de l'hypertension, et ben dans ce cas-là, on peut proposer d'autres traitements. Là, j'ai eu l'exemple d'un patient typiquement qui présentait des syncopes vasovagales, un patient de 50 ans, et ce patient-là, de façon subentrante, il présentait des syncopes presque toutes les semaines. Et donc, le tilt test avait objectivé une composante hypotensive, et malgré ça, donc il n'était pas traité par un traitement hypertenseur. Et donc, il avait été traité initialement par la fludrocortisone, la midodrine. Ça n'a pas marché, malgré toutes les règles hygiéno-diététiques.
c'était des syncopes juste dans la période post-Covid. Il y avait un papier, j'ai vu passer un papier dans le JAC, si mes souvenirs sont bons, et qui décrivait les syncopes vasovagales par dysautonomie comme séquelles d'infection Covid. Et ces patients-là, ils répondaient très bien au traitement antidépresseur par Effexor. Et la mise en place de l'Effexor chez ce patient-là avait permis de ne plus avoir de récidive de syncope vasovagale. Donc, les bradycardies, ben, chez les patients plus de 60 ans, on va discuter une stimulation permanente. Et chez les patients moins de 60 ans, soit on propose la thiophiline, surtout les Américains qui proposaient ça. Mais actuellement, il faut le savoir, il y a la cardioneuroablation qui se développe de plus en plus chez les patients moins de 60 ans et c'est assez efficace. Ici, il nous rappelle comment le tilt test doit être mené. Il nous rappelle quand même l'évolution du tilt test au cours du temps. Vous voyez, on est passé de 60 minutes dans les années 80 à des minutes actuellement. Mais ici, ici c'est important parce que c'est le protocole généralement qu'on utilise, c'est le protocole italien, mais il y a deux protocoles, le protocole traditionnel et le protocole rapide. Et donc le protocole rapide, c'est un protocole qui est rapide durant la phase passive et la phase active, il y a moins de temps, des minutes au lieu de 20 minutes, 15 minutes. Cette étude avait démontré que le protocole rapide faisait aussi bien que le protocole traditionnel, d'où dans ce papier de consensus, il considère que le protocole rapide est aussi bien que l'autre. Or, il faut se méfier, surtout quand vous considérez, quand vous considérez l'implantation d'un pacemaker chez les patients, il faut ne pas omettre une composante cardio-inhibitrice. Vous voyez ici, regardez, lors d'un tilt test, la composante cardio-inhibitrice, eh ben, elle peut survenir jusqu'à 20 minutes du test. Alors que dans le protocole rapide, c'est 10 minutes. Et la composante hypotensive, généralement, elle survient assez rapidement. Au bout de 10 minutes, généralement, il n'y a plus de patient après. Donc, si vous abrogez votre phase rapide, c'est-à-dire votre phase active ici, votre phase passive ici, vous l'abrogez de 10 minutes, et ben, vous pouvez rater des composantes cardio-inhibitrices et qui sont des cas assez intéressants pour des éventuels pacing. Ici, il nous rappelle également comment on conduit un massage sino-carotidien. Vous voyez, c'est vraiment c'est des guides, c'est un papier assez pratique. Il reprend même les bases de la cardiologie, comment on conduit un massage sino-carotidien. Et il rappelle bien que les contre-indications qui sont représentées ici, généralement une pathologie carotidienne, antécédent d'AVC ou d'AIT ou d'infarctus de myocarde dans les 3 mois qui précèdent l'examen. La durée, vous voyez, c'est la durée du massage et surtout un monitoring continu de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Et il faut le réaliser chez un patient qui est allongé et puis qui est debout. Euh, et donc, pourquoi il faut un monitoring de tension artérielle? Une chose qui n'est pas faite dans nos pratiques parce que vraiment, il faut un monitoring continu parce que ce massage, il peut provoquer deux réponses. Une réponse cardio-inhibitrice, comme le tilt test, hein, et une composante vasoplégique, exactement comme les tilt tests. Et, et, ici, il rappelle les anciens guidelines de l'ESC 2018 qui recommandent de réaliser ce massage sino-carotidien systématiquement devant toute syncope vasovagale. En tout cas, pour étayer le diagnostic. Donc, il rappelle cette approche de 6 étapes pour réaliser un massage sino-carotidien. Et surtout avec la durée, il insiste avec la durée qui doit être au moins à 10 secondes de chaque côté.
à droite et à gauche. Je rappelle, c'est hyper important de le faire à droite et à gauche parce que à droite, généralement, c'est du vague droit qui innerve le sinusal et le vague gauche, il innerve séramment, en tout cas, il énerve la quasi-majorité du nœud AV. Donc, c'est hyper important de réaliser des deux côtés parce que on agit à la fois pour agir à la fois sur le nœud sinusal et sur le nœud auriculoventriculaire. Et donc, la durée doit être aussi longue, au moins euh, plus longue que 10 secondes. Et vous voyez ici un travail qui a été publié et qui reprend un peu cette notion. Eh ben, la composante cardio-inhibitrice suite au massage sino-carotidien, elle est rapide. Généralement, elle survient les 5 premières secondes. Mais la composante hypotensive, ce qui est en vert ici, ben, elle est plus longue. Plus le massage sino-carotidien est long, plus on augmente les chances d'avoir cette réponse vasoplégique. Et donc, cette durée du massage sino-carotidien, elle n'est pas déterminée. Et en tout cas, on sait, d'après cette étude, plus longtemps on réalise le massage sino-carotidien, plus on augmente les chances de dévoiler surtout des mécanismes vasoplégiques. Et là, je me fais donc je me félicite moi-même sur une étude. Donc là, je passe à un autre sujet sur les études également importantes lors de ce congrès. Donc c'est une étude qui provient du registre national français sur les défibrillateurs sous-cutanés sur lequel je travaille et je co-coordonne avec professeur Éloi Marijon de l'hôpital européen Georges Pompidou. Et donc, c'est un papier assez intéressant qui a été accepté dans le JAC. Et vous verrez pourquoi, parce que il englobe un grand nombre de patients. C'est 5000 patients, c'est le plus grand registre dans le monde en matière de défibrillateurs sous-cutanés. Donc, pour les jeunes, c'est un défibrillateur qui est complètement sous-cutané, c'est-à-dire et la sonde et les générateurs sont sous-cutanés. Il n'y a plus de sonde intravasculaire. Et donc, son objectif est de réduire les complications intravasculaires qui sont pourvoyeuses de morbidité et de mortalité. Et donc, on avait 5000 patients suivis en temps réel par télécardiologie, par suivi clinique, hein. C'est tous les patients implantés entre 2012 et 2019. Et on mesure tous les outcomes, toutes les complications, tous les chocs appropriés jusqu'à qu'ils soient décédés. Donc, pourquoi cette étude qui s'intéressait au test de défibrillation post-implantation de dispositifs? C'est parce que les recommandations actuelles recommandent toujours le test de défibrillation après l'implantation du SACD. Or, dans le défibrillateur transveineux, je rappelle que le test de défibrillation est omis même en prévention secondaire. Pourquoi il est maintenu? C'est parce qu'il n'y a pas de data. Il n'y a pas de data. Et vous verrez ici, moi j'illustre toujours mon topo avec ce cas de figure qui introduit bien le rationnel de cette étude. Vous voyez un patient qui présente une bonne détection du signal. Vous voyez le défibrillateur sous-cutané, il détecte un signal qui ressemble à celui d'un ECG. Et sur les trois vecteurs de détection, on a une très très bonne détection avec une onde R qui est bien visible et une petite onde T. Et donc, ce patient qui détecte bien le rythme normal, et quand il passe en arythmie, en tachycardie ventriculaire ici, il détecte l'arythmie. Il choque, et le moment du choc, eh ben, l'arythmie continue. Il n'arrive pas à réduire l'arythmie. Et même après un deuxième choc, l'arythmie continue, et l'arythmie, fort heureusement, elle s'arrête tout spontanément. Donc, pour vous dire que ce patient, il a eu un test de défibrillation qui était efficace, mais au moment des suivis, il a eu une arythmie et cette arythmie n'a pas pu être réduite par le choc. Donc, ce qui quand même limite la prédiction de succès de conversion des arythmies spontanées, la prédiction par le test de défibrillation, hein. Donc, une réduction, une conversion d'arythmie induite, ça ne veut pas dire un succès plus tard pour la réduction d'une arythmie spontanée. Et donc, d'où le rationnel de cette étude. Donc, on a profité que certains médecins, il avaient déjà l'intuition que ce test, il ne sert à rien.
Et donc, l'utilisation de ce test de défibrillation a baissé au cours du suivi, voyons, entre 2012 et 2019. Et donc, on avait deux groupes. On a comparé les deux groupes, les patients testés et les patients non testés. Les patients testés euh, représentaient 4065 patients et les patients non testés représentaient 859 patients. Et donc, on les a comparés sur des outcomes en matière de choc et en matière de mortalité. Et la base de données, on a les causes de décès, que ce soit cardiovasculaire, non cardiovasculaire, avec les détails. Et donc, en matière de choc approprié, vous voyez, le fait de ne pas tester les gens, ça ne change rien. Et ça, c'est une analyse avec un score de propension et donc qui permet d'ajuster sur les variables de confusion. On voit qu'il n'y a pas de différence en matière de choc approprié, il n'y a pas de différence en matière de choc inapproprié, il n'y a pas de différence en matière de décès, il n'y a pas de différence en matière de décès cardiovasculaire, il n'y a pas de différence surtout en matière de mort subite. Et il n'y a pas de différence en matière d'un critère composite des décès inconnus, de cause inconnue et de mort subite. Donc, un élément également important, c'est quand même un des éléments forts de cette étude, c'est que on avait les événements de choc, les échecs de cardioversion de choc et les arythmies ventriculaires graves non détectées, ces événements rares, même s'ils sont rares, ils sont similaires dans les deux groupes. Donc tout ça pour vous dire que omettre un choc de défibrillation plutôt dans notre cohorte était safe. Et ici, on a travaillé sur la prédiction parce qu'on avait 1% des patients testés qui présentaient un échec de défibrillation. On a ici de travailler sur la prédiction de ces échecs. Qu'est-ce qui prédit ces échecs pour éviter de réaliser le test de défibrillation? Eh ben, on a travaillé sur les impédances, l'impédance de choc. Et en fait, actuellement, avec les nouveaux défibrillateurs, on peut avoir une impédance juste en appliquant un choc à faible énergie à 10, à 10 joules, sans induire une arythmie, mesurer l'impédance. Et cette impédance-là, elle est très bien corrélée avec l'impédance, le moment des chocs. Et donc, l'idée, on s'était dit, si l'impédance sera bien corrélée avec le succès ou l'échec de tests de défibrillation, on peut affiner la sélection des patients éligibles ou pas à un test de défibrillation. Et donc, on a étudié l'impédance, on a trouvé que avec un seuil de 89, on avait une très forte valeur prédictive négative proche de 100%. Et vous voyez, les événements sont très très rares quand l'impédance est inférieure à 89. Et dans l'analyse multivariée, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne en fait le fait que l'impédance soit élevée, on a un risque très élevé d'échec de défibrillation et également l'obésité. Et on a fait une analyse de ce groupe. On a trouvé que l'impédance était prédictive d'échec de choc, quel que soit le BMI du patient. Et donc, on a conclu par dire que ne pas réaliser le test d'isolation est plutôt safe chez la plupart des patients et on propose plutôt une approche sélective et réaliser le test d'isolation uniquement quand l'impédance est élevée ou chez les patients obèses. Euh, donc, je passe à ce travail également, un travail qui vient d'Espagne, un travail multinational et je rends hommage à Dr. Benkowar qui a participé à cette étude. Et donc, cette étude, elle avait pour objectif d'évaluer l'incidence des événements emboliques systémiques en post-ablation de FA. Et donc, vous voyez ici, alors, on avait 300 000 quand même procédures dans l'étude, hein, 300 000 procédures. La plupart, c'est... Alors, je me permets d'enlever ça. Donc, 300 000 procédures euh, sur de nombreux pays, 53 pays et dans l'Algérie représentée. euh, donc, des procédures entre 2017 et 2023. Et les principales ablations sont réalisées, la moitié des ablations sont réalisées pour de la FA paroxystique.
la plupart des ablations, c'était des premières procédures. Et donc, durant cette étude, c'est une étude rétrospective, hein, on a mesuré 491 événements emboliques, ce qui donne une incidence de 0,16%. Et vous voyez ici, les ablations des fibrillations atriales persistantes étaient plus à risque par rapport au paroxysme. Ici, la chronologie de ces événements par rapport à l'ablation, eh ben, la plupart des événements surviennent les 72 heures et surtout les premières 24 heures post-ablation. Ici, pour vous dire quand même que même ces études qui sont publiées dans des grands journaux, mais parfois ils disent n'importe quoi sur le plan statistique, ici, ils présentent un résultat pour dire que les, les, les centres avec un faible volume d'ablation avaient plus d'événements systémiques avec un R à 0,17, alors que quand vous faites R au carré, vous avez une corrélation de 2,9%. Je peux vous dire 2,9%, c'est le taux le plus faible de corrélation que vous allez pouvoir apercevoir dans votre vie, hein. Pour une corrélation significative, il faut 70%, hein. Euh, donc ici, c'est l'incidence en fonction de l'énergie utilisée dans l'ablation. Et vous voyez, avec la PFA, c'est-à-dire l'électroporation, on avait plus d'événements par rapport aux énergies classiques, hein, euh, et avec un résultat significatif, hein. Euh, et donc, quel est le devenir de ces patients qui avaient présenté un événement embolique? Ça, c'est un résultat assez intéressant. Il montrait que 40% quand même des patients, soit ils sont décédés suite à ces événements emboliques, soit ils présentaient des séquelles. Et, et donc, euh, c'est des événements quand même euh, qui sont pas anodins. Et donc, la conclusion de cette étude, c'était quoi? C'était un taux faible d'événements post-ablation, hein, c'est un taux faible, et surtout c'est-à-dire les décès ou les AVC sévères responsables de déficits sévères sont rares quand même. Les déficits sévères sont rares. C'est 1 à 2 pour 10 000 ablations. Donc, en gros, quand même, c'est des résultats assez rassurants en matière d'événements emboliques post-ablation. Alors, ça, je pense que je vais passer peut-être parce que ça va pas nous intéresser. euh, ou peut-être je vais dire un mot parce que ça compare l'amulette de prothèse, amulette et Watchman. Parce que si je passe à chaque fois, il y a une étude, la plupart des études, c'est des études spécialisées. Alors, amulette, Watchman, c'est deux dispositifs de fermeture d'occlusion d'auricule. Donc, à l'heure actuelle, l'utilisation des deux prothèses est équipe dépendante. Il n'y a pas de données robustes sur le choix d'une des prothèses. Et donc, cette étude suisse qui a comparé l'amulette versus Watchman, étude randomisée, 110 patients dans chaque groupe et un suivi jusqu'à 3 ans. Les deux populations sont comparables. Et donc, cette étude, quand même, a montré euh, que presque l'amulette que il n'y a pas de différence entre les deux prothèses. Euh, et donc, or, pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que, oui, c'est ça. Ils ont montré plutôt moins moins de risques, moins de risques avec l'amulette par rapport au Watchman. Donc, j'ai rajouté ça parce que le même jour, cette étude dans le JACC a été publiée avec un grand nombre de patients, 900 patients dans chaque groupe, et c'est une étude plus sérieuse et qui a montré que
plutôt les deux dispositifs étaient égaux. Voilà. Donc, une étude peut-être plus intéressante, celle-là, qui touche un peu le screening de la fibrillation atriale, une étude suédoise. Je trouve une étude assez intéressante, comme à chaque fois, les Suédois ils s'intéressent à la prévention plutôt qu'à la maladie. Euh, et donc, ils ont comparé de façon randomisée l'utilité d'un screening plutôt target screening, c'est-à-dire un screening vraiment proposé uniquement aux patients à haut risque de développer une FA. Parce que les recommandations actuelles, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Les anciennes recommandations proposent un screening au-delà de 65 ans, mais un screening standard avec la prise de pouls et un ECG parfois. Ce screening standard, on sait très bien que beaucoup d'études ont montré que le screening systématique chez les patients au-delà de 65 ans ne sert à rien. Entre autres, il y a l'étude Loop. Et du coup, d'où l'intérêt de cette étude, ils se disent, eh ben, si on sélectionne les patients à haut risque, eh ben, on aura plus de chances de détection de la fibrillation atriale. Et si patients à haut risque de faire de la FA et de faire des AVC, eh ben, seront plus éligibles à un traitement anticoagulant. Ils pourront tirer bénéfice d'un traitement anticoagulant. Et donc, ils ont réalisé un test via machine learning sur 13 variables pour identifier les patients à haut risque. Eh ben, dans la présentation, ils n'ont pas spécifié quelles sont les 13 variables qui sont rentrées dans le modèle. Mais on va les déduire parce que, vous voyez ici, dans la comparaison des caractéristiques des patients, eh ben, les patients qui sont dans l'algorithme de détection, l'algorithme là qui sélectionne les patients, eh ben, ils étaient plus âgés. Il y a 5 ans de différence environ. Ils sont plus masculins avec des comorbidités, insuffisance cardiaque, hypertension, diabète, et donc les éléments du SHATS-VA. Et donc, ces patients-là qui sont screenés par cet algorithme-là, ils sont randomisés, soit groupe contrôle, c'est-à-dire ils suivent le protocole classique avec un dépistage classique, pouls et ECG parfois, ou bien ou bien dans le groupe interventionnel, c'est-à-dire ils sont équipés d'un patch qui permet de faire fonction d'Holter pour une durée de 14 jours. Et également dans la population générale qui ne sont pas screenées par cet algorithme, c'est-à-dire les populations généralement tout venant, au-delà de 65 ans, eh ben, on fait pareil, on les randomise avec patch ou prise en charge classique avec prise de pouls et ECG. Donc, qu'est-ce que ça donne? On a donc, sans surprise, on a plus de détection de fibrillation atriale. On a 3,8% de fibrillation atriale dans le groupe chez qui on les sélectionne et en plus, on leur propose un monitoring de 14 jours un monitoring Holter de 14 jours. Et donc, ce résultat est assez intéressant euh, il permet de dire quand même, il permet de dire la sélection, c'est-à-dire à qui on propose un monitoring continu à la recherche de l'AFA, ce sera plutôt chez les patients qui pourront tirer bénéfice de l'anticoagulation, et c'est-à-dire les patients à haut risque. Et ne pas faire un dépistage continu chez tout le monde. Alors, j'ai rajouté cette diapositive, mais ça va juste allonger notre durée de discussion. Euh, et ça, je vais passer rapidement. C'est le registre suisse des TAVI. Donc, ils ont comparé les patients qui avaient bénéficié d'un pacemaker en post-implantation du TAVI versus les patients qui n'ont pas eu du tout de pacemaker et un autre groupe de comparaison, les patients qui avaient déjà un pacemaker en pré-TAVI. Et ils ont comparé en matière de mortalité totale. Et donc, vous voyez,
à 1 an, eh ben, on avait plus de mortalité dans le groupe pacemaker, que ce soit pacemaker post-TAVI ou pré-TAVI. Voilà, la mortalité cardiovasculaire également était plus importante dans le groupe avec pacemaker. Euh, euh, voilà, voilà. Donc ça n'en rajoute pas grand-chose, mais c'est un signal pour dire c'est un signal pour dire quand même il y a plus de mortalité dans le groupe pacemaker. Est-ce que c'est des cardiomyopathies induites par la stimulation? Ben, cette étude, elle ne donne pas de stratification en matière de pourcentage de stimulation, ni en matière de type de dispositif de stimulation. Donc, c'est plutôt un signal à explorer via d'autres études. Euh, donc, le papier vraiment que je trouve le plus intéressant dans le congrès, c'était celui-là, c'était les tests pharmacologiques en rythmologie. Et donc, c'est un papier d'experts, papier de consensus, qui commence par exposer quand est-ce que vous considérez un test à l'âge maline, hein, je vais dire ça parce que on n'utilise plus la flicaïne. Euh, il y en a qui les utilisent, mais déjà, ce papier, il met plus en avant l'âge maline par rapport à la flécaïne. Donc, ce test à l'âge maline, donc, je rappelle quand même, il est fait pour démasquer un Brugada, et par contre, ce test, il est difficile à interpréter. Vous voyez ici, c'est l'ensemble des études qui s'intéressaient au test à l'âge maligne. Vous voyez même chez des cas sains, c'est-à-dire des sujets sains sans aucune pathologie, eh ben, on arrive à démasquer un Brugada avec l'âge maligne. Vous voyez ici, on a 3%. Même chez des sujets sains, on a des faux positifs. On a des faux positifs et on a des faux négatifs. Donc, d'où la difficulté de ce test et d'où, dans la révision de la définition de syndrome de Brugada, le fait d'induire un aspect de Brugada de type 1 via l'âge maligne ne représente pas en elle-même un syndrome de Brugada. Un syndrome de Brugada, quand il est induit par l'âge maligne, il faut qu'il soit associé à d'autres choses, surtout le phénotype, c'est-à-dire les symptômes ou l'histoire clinique ou familiale du patient. Donc, je rappelle ici, quand on a un aspect, le principal intérêt de test à l'âge maligne, vous verrez, il y a plusieurs intérêts. Un, c'est quand on fait un screening familial, c'est-à-dire chez un sujet, le propositus, on découvre un syndrome de Brugada et chez sa famille, on procède à faire un screening. Et donc, comment se déroule ce screening? Euh, Peut-être là, dans cet algorithme qu'ils proposent, ils ont mis bien en avant la génétique. Et la génétique, je peux vous dire que elle n'est pas disponible partout, et même ici en France, c'est pas tout le monde qui la réalise de façon systématique, et parfois ça prend beaucoup de temps, et le dépistage de la famille se fait avant la génétique. Donc cet algorithme, il propose une stratégie génétique basée sur la génétique. Donc, si chez le propositus, il y a le gène SCN5A qui est positif, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la génétique chez la famille. Si la génétique chez la famille est positive, eh ben, il n'y a pas besoin de faire le test, c'est que les porteurs du gène sont atteints de la maladie. Si le test génétique est négatif, et on voit les symptômes et le CG. Si le CG est anormal ou ils sont symptomatiques, dans ce cas-là, on fait un test à l'âge maligne. Mais si la génétique est négative, il n'y a pas de symptômes pour un syndrome de Brugada, le CG il n'est pas du tout pathologique, et ben, c'est un peu la force de la génétique, elle a une valeur prédictive négative, euh, bien sûr, en l'associant à l'ECG et à la clinique, assez importante, et du coup, on peut se passer du test à l'âge maligne.
C'est un peu le seul intérêt, je trouve, de la génétique ici. Ici, le propositus n'est pas porteur du gène. Eh ben, on fait des ECG. Si l'ECG n'évoque pas un syndrome de Bourgada, eh ben, dans ce cas-là, on fait un test un test à l'âge maligne. Donc, ça, c'est chez pour le dépistage familial. Il est intéressant également dans le bilan de la mort subite. Quand il y a une mort subite, eh ben, chez la famille, on fait un dépistage par un ECG 12 dérivation, une échographie transthoracique, un test d'effort. Et quand il y a sur le CG 12 dérivation un aspect de Brugada type 2 ou type 3, eh ben, dans ce cas-là, on doit faire un test à l'âge maligne. Si le CG est normal, si le CG est normal et l'échographie normale, le test d'effort est normal, eh ben, dans ce cas-là, on considère d'autres données avant de faire le test. D'autres données, c'est-à-dire l'âge du patient, les circonstances de décès, les résultats de l'autopsie et de la génétique. Et, et donc, les pratiques actuelles, la quasi-majorité des patients, c'est-à-dire quand il y a une mort subite dans la famille chez un sujet jeune, moins de 50 ans, la plupart des familles bénéficient d'un test à l'âge maligne. Quand l'échographie est normale et le test d'effort est normal. Donc, c'est presque la même stratégie chez le patient qui présente un arrêt cardiaque récupéré, hein. Donc, quand le cœur est morphologiquement sain, le test d'effort est normal, le CG est normal, et ben, on fait un test à l'âge maligne. Ça, c'est hyper important. Je trouve ils reprennent un peu les bases. Comment on différencie un bloc de branche droit incomplet, on dit un bloc de branche droit atypique d'un syndrome de Brugada, et ben, je trouve parmi tous ces critères, la chose la plus importante, on voit comment ça se termine le QRS. Quand on voit le QRS, il est large, plus de un carreau et demi, et ben, c'est plutôt un Brugada de type 2 ou 3. Si la terminaison, elle est rapide, comme ici, et ben, c'est plutôt un bloc de branche droit atypique. Et, euh, Et donc, ça, c'est la conduite à tenir quand on tombe sur un type 2 ou 3 de Brigada, c'est-à-dire on fait un ECG chez un patient peut-être qui a fait une syncope ou parfois lors d'un ECG fortuit comme ça, on tombe sur un aspect de Brugada atypique de type 2 ou 3. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reprend l'histoire familiale et personnelle du patient à la recherche de symptômes et de cas de mort subite dans la famille. Et dans ce cas-là, s'il y a un des deux qui est positif, on fait un test à l'âge maligne. Euh, donc tout ça, c'est des détails. Ils reprennent comment on fait le test à l'âge maligne. Ici, c'est important pour dire que le point J qu'on voit sur le CG, la surélévation du point J doit être, c'est-à-dire la fin du QRS, doit être surtout confirmée c'est-à-dire doit être mesurée à partir d'une dérivation inférieure. C'est-à-dire on prend par exemple ici D3, et la fin de D3, c'est elle qui détermine la fin du QRS. Et on fait une ligne droite verticale afin de déterminer le point J. Ça, c'est hyper important parce que parfois il y a des surélévations du segment ST sans surélévation, ça donne une fausse surélévation du point J. Euh, le test à l'épinéphrine, je ne vais pas reprendre tout ça, mais pour vous dire que tout ça, pour dire, ça ne sert presque à rien. Je rappelle que le test à l'épinéphrine, euh, on l'utilise dans la tachycardie catecholérgique parfois. On peut l'utiliser euh, dans le QT lent, mais dans les recommandations, on ne l'utilise plus sauf si le test d'effort n'est pas réalisable. N'est pas réalisable parce que la sensibilité, elle est faible par rapport à un test d'effort. Donc, le test à l'isoprinaline dans
ce qu'on disait avant, la dysplasie, maintenant on dit la cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. Test à l'isoprénaline, ça c'est l'équipe bordelaise qui a travaillé là-dessus, qui a démontré que le, euh, lors du test à l'isoprénaline, le fait de provoquer des extrasystoles polymorphes fréquentes avec des couplets, des TVNS ou des TV, eh ben, ça prédit deux choses. Un, ces patients-là, ils ont un pronostic plus sévère, c'est-à-dire ils ont plus euh, d'événements rythmiques dans le futur et surtout, sur le plan diagnostic, ça peut précéder le diagnostic d'arythmie, le diagnostic de la maladie de un an. C'est-à-dire, quand les critères ne sont pas remplis, eh ben, le test il peut être positif. Et un an plus tard, vous refaites les examens morphologiques, vous faites diagnostic de DAVD. Et donc, les experts, ils n'étaient pas d'accord, donc ils ne sont pas d'accord pour utiliser ce test-là parce qu'il n'y a pas eu de validation externe de ce test. Donc, je vais passer tout ça. L'adenosine, on l'utilise pour pas mal de choses, pour arrêter les tachycardies jonctionnelles, pour faire la part des choses entre une tachycardie ventriculaire et une tachycardie supraventriculaire. Attention, pour les tachycardies à QRS fin qu'on arrête avec l'adenosine, ne sont pas toutes les réentrées. Ça peut être une tachycardie atriale focale. Et on l'utilise également pour démasquer les préexcitations et parfois, chez des patients qui ont fait une mort subite, ils sortent de la réanimation, ils sont en soins intensifs, ils sont pas, on fait un ECG, il est normal, et ben, on peut faire un test à l'adénosine pour démasquer une préexcitation pour faire le bilan de mort subite. Et surtout, il faut savoir quand est-ce que ne pas l'utiliser. Quand il y a une tachycardie à QRS large et régulière, il ne faut jamais l'utiliser, test à l'adénosine, ou chez un patient en fibrillation atriale, parce que ça peut dégénérer en FV. Donc, test à l'adénosine, donc ici, ils reprennent exactement ce qu'on a dit, l'utilité du test, mais également, ils reprennent le test à l'acétylcholine, donc dans le bilan des morts subites. Donc, 2% des morts subites sont dues à un vasospasme et les récurrences à 10 ans sont fréquentes. Donc, d'où l'intérêt de faire diagnostic de vasospasme et dans les recommandations, c'est du 2B. Ce n'est pas une recommandation forte, euh, mais il est recommandé quand même de le réaliser quand tout le bilan est négatif, réaliser un test à la recherche d'un vasospasme. Euh, donc, voilà, ils reprennent exactement vraiment sur le plan pratique comment on peut interpréter un test à l'acétylcholine. Et ici, ils reprennent une notion de vasospasme de la microcirculation parce qu'on a tendance à voir que les vaisseaux épicardiques, mais on oublie la microcirculation. Et c'est hyper important parce que le test est positif, même quand il n'y a pas cette obstruction des vaisseaux épicardiques, quand il y a des changements rythmiques sur l'ECG et un patient qui développe une douleur thoracique. Euh, donc, voilà, donc je passe à une autre étude. Euh, Ça, c'est une étude assez intéressante, je trouve, durant le congrès. C'est une étude complètement descriptive qui s'intéressait aux patients avec un prolapsus valvulaire mitral. Vous le savez très bien, les prolapsus valvulaires mitraux sont pourvoyeurs de mort subite et ce risque de mort subite, il est évalué entre 0,5 et 1% par an. Et c'est un risque cumulé. Et donc, on savait qu'il y avait un risque rythmique, mais on ne sait pas la manifestation de ce risque, de cette arythmie. Et ben, ici, c'est un travail multicentrique, 35 centres auxquels on a participé, et il y avait 235 patients inclus dans le registre. Et vous voyez ici la manifestation rythmique la plus prédominante, la manifestation rythmique prédominante était plutôt des fibrillations ventriculaires. Plus de la moitié des arythmies, c'était des fibrillations ventriculaires. C'est un fait important. Et, et surtout, alors je vais passer assez vite, et surtout ces arythmies ventriculaires
Ces arythmies ventriculaires, elles ne sont pas précédées par des extrasystoles. La plupart des patients qui font des arythmies ventriculaires, des fibrillations ventriculaires, il y avait très peu d'extrasystoles qui précédaient l'événement. On dit que vraiment des fibrillations ventriculaires stochastiques. Donc, d'où parce que c'est hyper important parce que ces événements rythmiques avant, en tout cas, il y avait un pas pays de consensus sur les prolapsus métro, ont proposé une imagerie, une IRM, reprendre l'histoire familiale bien sûr, une imagerie et un Holter implantable. Si l'imagerie est rassurante et l'haltère implantable, il n'enregistre pas d'événement, eh ben, on considérait que le patient il est à faible risque rythmique. Or, cette étude, elle montre complètement euh, que les patients présentent de façon stochastique les événements rythmiques et la prédictibilité des extrasystoles, elle est faible. Donc, l'IRM également, ici dans cette étude, avait montré que le fait d'avoir du haussement tardif au niveau des muscles papillaires, c'est des patients qui présentaient plus de fibrillation ventriculaire que des tachycardies ventriculaires monomorphes ou polymorphes. Et un élément également important, c'est que ces patients-là, ils présentaient qui présentaient des tachycardies ventriculaires, la minorité des patients qui présentaient des tachycardies ventriculaires monomorphes, ces tachycardies sont arrêtées par les ATP. Et ça, c'est hyper important parce que quand on implante ces patients, il faut considérer d'implanter des défibrillateurs qui peuvent délivrer de l'ATP et pas des défibrillateurs, par exemple, subcutanés. Donc, c'est un papier assez intéressant. Alors, tout ça, je vais passer et je pense j'ai terminé. Donc, je vous remercie pour votre attention et, Merci, euh, Corée. et j'ai essayé de faire la sélection de quelques études que j'ai repérées lors du congrès et avec moins d'intérêt sur le plan technique, mais même malgré mes efforts, je me retrouve devant des études trop techniques. Mais bon, Merci beaucoup, Dr. Kerkouri, pour cette excellente présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, tu as une question de Dr. Jamal. Ah, je ne sais pas, tu arrives à lire, Kerkouri? ah, alors, je viens d'ouvrir le chat. Eh ben, je suis ravi de lire Bilal qui était un ami proche de moi quand j'étais dans le service. Alors, euh, il me demande imagerie rassurante euh, en anatomie disjonction annulaire, fibrose sous-annulaire en IRM. Alors, euh, c'est une très très bonne question. Je vois bien le profil de Bilal qui s'intéresse à l'imagerie, un domaine qui m'échappe à l'heure actuelle. Donc, alors, effectivement, l'imagerie, il y a des travaux, bien sûr, qui sont déjà publiés sur l'intérêt de l'imagerie et la prédiction des arythmies. On sait très bien que les patients qui présentent une fibrose, ils sont plus à risque à faire de l'arythmie. Ça, on le sait. Donc, la prévalue de cette étude, c'était de dire quel patient, la localisation de la fibrose, est-ce que elle peut prédire le type d'arythmie? Parce que si le patient qui fait une TV monomorphe, c'est pas la même chose qu'un patient qui fait une fibrillation ventriculaire. Et une TV monomorphe, généralement, c'est des patients qui syncopent, qui ne décèdent pas, qui ont le temps d'arriver à l'hôpital et ils peuvent être sujets à une ablation. On peut ne pas implanter un défibrillateur. Et quand on implante un défibrillateur, on implante un défibrillateur avec une capacité de délivrer 10 ATP. Alors que les patients qui présentent une FV, eh ben, c'est des patients, surtout quand il y a très peu de prédictibilité, comme on l'a vu là, ben, c'est des patients chez qui on n'implante pas de défibrillateur. On ne peut pas proposer juste de l'ablation. Il faut implanter un défibrillateur quand ils sont récupérés. Et quand on implante un défibrillateur, il faut
il faut les surveiller parce que quand ils sont choqués à chaque fois, s'il y a beaucoup j'ai pas abordé le sujet, il y a 11 patients qui présentaient des orages rythmiques. Donc, quand il y a un orage rythmique, même quand on implante un défibrillateur, c'est pas tous les patients qui sont récupérés. Donc, d'où l'intérêt de tout ça. Euh, la disjonction annulaire, c'est effectivement, c'est parmi les critères échographiques ou à l'IRM qui sont prédicteurs d'arythmie avec la fibrose, la disjonction. Donc, je trouve que l'imagerie hyper importante pour sélectionner les patients à risque. Mais ce qui fait peur dans cette étude, c'est que les patients à risque, ok, mais la plupart présentent du FV. C'est un peu parce que on sait très bien que l'imagerie, quand elle est positive, il y a à haut risque. Mais quand l'imagerie est négative, ça détecte pas tout le monde. C'est-à-dire une imagerie qui est rassurante, ça n'élimine pas le risque. En plus, la maladie, elle est progressive. Il faut bien sûr répéter les imageries au fil du temps. Donc, c'est un sujet assez compliqué et, et je pense que cette étude descriptive simple va permettre d'avancer les choses. Euh, Merci Amel pour... Merci, Kerkouri, pour ta réponse. J'ai une question pour toi, Oui, Kerkouri, tu m'entends? oui. Alors, j'ai une question pour toi. Lors de ce congrès, il y a eu aussi des études publiées concernant la stimulation de l'air de la branche gauche. Peux-tu nous dire un mot sur ça? Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que j'ai pas eu le temps de... c'est vrai, j'ai pas assisté à ces présentations sur la stimulation du branche gauche. Mais il y avait une étude qui a attiré mon attention, que j'ai vue a posteriori. C'était une étude qui comparait la stimulation de branche gauche par rapport à la resynchronisation. Oui, justement. Et j'étais surpris par le résultat qui montrait que la branche gauche faisait mieux que la resynchronisation. Et je pense que c'est une étude assez intéressante, en tout cas pour nous en Algérie, parce que euh, en matière de prix de resynchronisation par rapport à la branche gauche, c'est beaucoup plus intéressant de proposer une branche gauche sur le plan économique qu'une resynchronisation. Et je pense, d'où l'intérêt de ta question. Euh, euh, Oui, je pense, sur le plan pratique, en tout cas, je pense l'avenir, ce sera la stimulation branche gauche. Il faut quand même, il y a beaucoup de limites par rapport à cette étude, hein, avec beaucoup de patients sélectionnés. Donc, on ne peut pas généraliser, en tout cas à l'heure actuelle, avec les données actuelles, c'est une étude de petite taille. On sait très bien les études de petite taille, oui, elles surestiment la taille des faits. Mais c'est déjà rassurant, c'est que la branche gauche, peut-être, elle fait au moins aussi bien que la resynchronisation. Et c'est une très très bonne nouvelle pour nous, hein, parce que oui, oui. c'est le coût d'implanter un pacemaker, en fait. Et je pense, avec des techniques standardisées, simplifiées actuellement, on peut réaliser stimulation branche gauche, même dans la salle d'implantation de A2-1. Exactement. Merci, docteur Kerkouri. Merci Eh encore ben, une fois. c'est moi qui vous remercie. Ben, je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde et à bientôt à Merci. Alger. Inch'Allah. Merci, merci, merci à tous. Bonne soirée.